Ok. Émeric est avec nous. Et on Émeric, accueille salut. Amérique, Amérique, comment qui allez-vous? est, qui est chaud pour l'Euro 2021 dans l'ambiance, Ah, ben avec d'ailleurs, son petit maillot. non, là, c'est le maillot non, d'un club. On va éviter. C'est c'est quoi le club, Amérique? Vas-y. À Marseille. Ok. Non, Allez, l'OM. ouais, ben merci la Belgique hier. Ils m'ont fait gagner le pari d'ailleurs. Ah bah voilà. 3-0 contre la Russie. Ouais, j'ai mis Lukaku buteur. Dans les 10 premières minutes, c'est déjà but. 600 €. Hop. C'est Ah pas bah ce que tu parfait. disais, Valérie, d'ailleurs, si le banquier voit un peu des paris par-ci par-là, ça passe Ap- mal. Après, je suppose qu'Émeric, il a plusieurs comptes et qu'il n'a pas tout montré au banquier. Est-ce que je crois Il que n'a pas, il a pas le utilisé son compte banquier, principal pour le, faire ça, je pense. le banquier envoie un emoji comme ça dans le chat à Amérique. D'ailleurs, il y a un banquier dans le chat justement, j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Mm. Aïe, aïe, aïe. Tony. Non, Comment ça va? j'ai pas voulu venir intervenir tout à l'heure. Je voulais laisser les gens, mais il y a personne qui veut venir justement partager un peu leur expérience. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Allez, rapidement, tu voulais nous parler des L'immobilier commercial, c'est ça? mobilier commercial? Ouais, l'immobilier commercial. Alors l'immobilier commercial, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas beaucoup justement ce milieu, notamment concernant les charges qu'il peut y avoir. Par exemple, moi, je vous avais expliqué il y a 2 semaines de ça quand on s'est vu sur la vidéo, comme quoi j'avais acheté un immeuble avec un local commercial au rez-de-chaussée. Et l'avantage d'un local commercial, ça permet déjà d'une part de ne pas payer la taxe foncière, déjà d'une, donc c'est une grosse partie de charge qui n'est plus au niveau du propriétaire, mais aussi les travaux non structurels. D'accord. Donc, tout ce qui est lié, par contre, à la structure du bâtiment, ça, c'est vous, les murs. Mais l'intérieur, vous pouvez le louer nu. Et justement, le commerçant, c'est tout dans son intérêt, justement, de prévoir les travaux et d'aménager en fonction de son activité, ce qu'il veut mettre en place à l'intérieur. Et du coup, ce type d'investissement, il est en train de se développer, mais les gens ont pas mal peur de ça, de se mettre dedans. Et au final, il y a beaucoup moins de problèmes qu'avec de l'investissement locatif sur des particuliers. Tu as la question de la localisation aussi, parce que je vois à côté de chez moi, là, à Angoulême, par exemple, avec le Covid, en termes de commerce, c'est l'enfer, quoi. Il y a tout qui a fermé. Les petites enseignes d'indépendants, c'est assez catastrophique. Exactement. Alors après, faut se dire que dans chaque ville, il y a toujours des commerces de proximité. Et il y a des gens justement qui profitent aussi du Covid pour pouvoir lancer leur activité parce qu'ils savent que les gens, ben, avec ce qui s'est passé, ils ont tendance à vouloir consommer aussi à côté de chez eux. Mhm. Et du coup, je peux sortir ça comme argument, mais effectivement, après, il y a des commerces qui ont pas mal souffert et qui ont fermé, des restaurants ou autres. Et donc après, il faut voir en fonction de sa région et puis il faut peser le pour et le contre. Moi, je vous avais dit, j'avais eu du mal à trouver un commerçant à cette période-là, mais j'en ai trouvé quand même un par la suite, où j'ai dû faire des concessions pour pouvoir permettre de lancer son activité. J'ai dû baisser le loyer, donc diminuer aussi le cash que j'ai eu derrière. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un et le but, c'est aussi de faire vivre la boutique, de faire vivre le local. Parce que quelqu'un qui est un local qui n'est pas occupé, au niveau de la visibilité dans les rues et dans la ville, ça donne une mauvaise image de l'immeuble, en tout cas. Ouais. Par curiosité, c'est quoi le commerçant? C'est du prêt-à-porter. Ok. À la base, c'était surtout des boutiques liées à tout ce qui était vestimentaire pour les femmes et notamment aussi les robes de mariée. Donc, les mariages, faut dire qu'ils ont été complètement gelés durant la période du Covid, ça c'est sûr. Hmm. Et la commerçante, de toute façon, elle avait déposé, elle voulait partir en retraite au moment où j'avais acheté l'immeuble à ce moment-là. Et là, c'est une dame qui a repris, qui avait déjà une activité, qui voulait agrandir sa surface de vente. Et du coup, elle a pu emménager. Et au 1er juin, elle est repartie sur une activité comme avant, quoi, tout simplement. Ouais, donc tu as eu quelqu'un qui avait de l'expérience, qui avait besoin de s'agrandir, et du coup, bah, c'est Et, pas mal, parce que ça veut dire que du coup, ça marchait bien. exactement, ça marchait bien, mais c'est surtout qu'en fait, moi, j'ai eu la mauvaise expérience d'avoir quelqu'un qui voulait se lancer. Et ça a été là aussi le problème, c'est que la personne ne connaissait pas assez le milieu. Elle a pris peur, elle a pris peur du loyer, elle a pris peur des chiffres qu'elle a annoncé à la banque. Tout le monde autour d'elle visiblement a explicité du négatif sur la situation qu'elle avait prévue sur son business plan. Et elle a quitté le projet. Elle a arrêté en cours et je me suis retrouvé
faut dire dans la merde, hein. Voilà. Et par contre, en plus, il y a une force aussi, je vais rebondir là-dessus, parce que moi, le loyer, je l'avais augmenté. Parce que le loyer, il n'avait pas été augmenté quand j'ai acheté l'immeuble depuis plus de 20 ans. Il y a des astuces dans les locaux commerciaux, c'est quand vous achetez un local, souvent dans les annonces, vous avez le pourcentage, vous savez, de rendement qui est annoncé en fonction du prix de location. Sauf que ce qu'il faut regarder dans un premier temps, c'est le bail commercial. Les bails commerciaux, ils sont soit 3, 6, 9 souvent. Et à un moment donné, il y en a certains qui sont même à la fin de leur validité et le plafond du loyer, enfin, il y a le loyer et il peut être déplafonné. Ça veut dire que quand vous allez récupérer le commerce, vous pouvez sans autre augmenter le loyer comme bon vous le semble. Bien sûr, il faut après faire une étude aussi dans la zone dans laquelle vous achetez. Mais c'est une force et justement, vous pouvez voir des bonnes affaires en regardant surtout le bail commercial lors de l'achat. Donc, quand vous voyez dans les annonces, ils ne le disent pas et puis ils ne vont pas vous mettre le document au public, mais par contre, vous pouvez le demander et voir ce qu'il en est là-dessus. D'accord. Une bonne astuce à savoir si on va investir dans un. Ouais, et justement, Un c'est pour ça, commercial. c'est pour ça que l'immobilier commercial est assez fermé parce que déjà, il faut se former déjà d'une part, mais d'autre part, tu as des petites astuces où tu as le loyer qui est déplafonné, le bail que tu peux re-rédiger. Donc, ça veut dire que tu vas mettre des contraintes, notamment au niveau des charges. Moi, la commerçante avant, elle ne payait pas la taxe foncière. Donc, moi, par contre, le nouveau bail que j'ai fait rédiger par un huissier de justice. Ouais. Parce qu'un huissier de justice permet justement de comprendre quels sont les problèmes à venir sur l'occupation du bien, les loyers impayés. Donc, il sait quoi mettre à l'intérieur plus qu'un avocat même spécialisé. Donc, du coup, je suis passé par un huissier qui a intégré la façade, l'entretien de la façade, ça sera la charge du commerçant, de sa partie à elle. Ensuite, la taxe foncière, soit au prorata de sa surface, soit l'intégralité. Ensuite, tous les travaux qui sont liés à l'activité même de son commerce. Ça, c'est des choses de toute façon qui sont courantes par rapport aux commerçants. Donc voilà, par exemple. Ça coûte combien de faire rédiger ton bail par un huissier? Toi, t'as payé? Alors, moi, j'ai payé, je pense, assez cher quand même. J'ai payé un peu plus de 900 euros, mais qui peuvent être aussi inclus à la charge du commerçant dans le bail. C'est-à-dire qu'en fait, le commerce, quand on est commerçant, il faut savoir que plus vous payez de charges, mieux c'est pour lui au final, entre guillemets, dans le sens où après, il peut déduire par rapport à son activité et payer moins d'impôts à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça que c'est dans son avantage. Il y a aussi des petites choses. Les seules charges que le propriétaire a, c'est au final, moi, je paye. Là, j'ai vu pour le moment qu'il n'y a qu'un seul compteur d'eau pour l'immeuble. Je prends l'eau à ma charge, donc elle paye quasiment rien. Je crois qu'au plus, comme c'est un commerce, c'est 5-10 euros par mois, c'est pas grand-chose. Et je lui fais payer, j'ai pris le contrat d'entretien de la chaudière directement à mon nom. Comme ça permet, que je prenne la même personne pour l'ensemble de l'immeuble. Par contre, elle paye ça en charge. Mais elle pourrait le prendre elle-même pour le déduire après par la suite, pour se créer des frais supplémentaires au niveau fiscal, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui se développe, mais c'est vrai que ça fait peur aux gens parce que tu te dis, est-ce que l'activité va être pérenne? Est-ce que la personne va rester? Est-ce que s'il n'y est pas, je vais trouver quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, il faut savoir aussi qu'un bail 369, comme le nom s'indique, c'est-à-dire que là, moi, elle s'est engagée au 1er juin, elle doit rester 3 ans déjà minimum. Et si elle fait faillite ou quoi que ce soit, elle doit être amenée justement à trouver un nouveau commerçant et pour récupérer le bail qui a été rédigé avec elle. Sinon, ça se passe comment? Sinon, elle te doit les loyers? Elle me doit les loyers. C'est-à-dire que dans tous les cas, si elle fait faillite et tout ça, donc après avec un avocat, elle me doit de l'argent et elle me doit me payer les deux. Si elle fait faillite au bout d'un an, elle me doit les 2 ans qu'elle me devait dans le contrat. Ouais, quand même, ça Donc, t'assure une grosse stabilité. une grosse sécurité. Et le bail, après, il est automatiquement renouvelé à la fin des 3 ans. Il repart sur 6 ans et il repart sur 9 ans. Ça m'a l'air quand même un peu injuste envers le commerçant quand même. Ouais. C'est pas injuste, mais ça permet. Il doit en plus. Non, mais c'est pas injuste, Sébastien, parce qu'à partir du moment où quand tu ouvres un commerce, c'est pas non plus pour ouvrir que pour un an, en fait. C'est un objectif de vie, un objectif professionnel, et du coup, c'est sur du long terme. Tu peux pas te dire, allez, j'ai besoin de ce local, je vais vous louer comme si j'étais dans du résidentiel, et je vais rester un an, et puis après, je vais le fermer. Le commerce, c'est comme
pour certains, moi, c'est une grande surface, donc il y a quand même une certaine garantie. Et il y a aussi des grandes vitrines. Donc, louer sur des petites courtes durées, enfin, c'est pas dans son avantage aussi à elle, parce qu'elle, quand elle donne un business plan, c'est pas sur 1 an. Elle donne sur plusieurs années. Mm. Mais tous les beaux commerciaux, hein, que ce soit à Paris, dans les grandes villes et tout ça, c'est tout du 369, hein, tous. Alors, Donc, il y a une question. Ouais. Justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, si maintenant la personne fait faillite, Oui. Elle est dans l'obligation de retrouver un nouveau locataire pour reprendre le commerce. En fait, elle vend son bail. En fait, Okay. elle vend le contrat qui a été lié entre le propriétaire et elle, la commerçante, et du coup, elle vend son contrat, son droit au bail, en fait. Donc là, en ce moment, ce que vous voyez sur le Bon Coin ou sur les annonces, c'est pas des ventes de murs, c'est des ventes de droit au bail, c'est-à-dire reprendre le contrat qui a été rédigé entre la commerçante et le propriétaire. Et dans ce contrat-là, il est indiqué les charges qui sont à la charge du commerçant, mais également aussi la nature d'activité. C'est pour ça qu'il y a des baux déjà, parfois, qui sont marqués toute activité. Donc là, il faut pas avoir peur aussi d'avoir n'importe quelle activité type restauration ou autre, ou bar, qui peuvent aussi nuire après à l'environnement autour et à vos locataires qui sont par exemple à l'étage. Ou comme moi, par exemple, c'est un bail qui est vraiment spécifié, prêt à porter. Et ce qui me permet, par la suite, si elle revend son droit au bail et qu'un futur commerçant veut changer d'activité, elle viendra vers moi et elle va devoir négocier financièrement la modification de ce bail. Donc, plus le bail il est précis, moins vous permettez à des gens justement de faire tout type d'activité, plus après vous pourrez rentrer en négociation avec le futur repreneur. Tu as des questions dans le chat. Tu as quelqu'un qui dit qu'apparemment, les baux commerciaux ne peuvent être rédigés que par un avocat spécialisé ou un notaire. Il te dit, l'huissier, apparemment, non. Non, l'huissier de justice, si, tout à fait. Un huissier, je peux même, je l'ai fait moi par un huissier de justice. Et au contraire, ce sont des gens qui ont aussi plus de. Alors, moi, je m'y connais pas au niveau justice, mais comment t'expliquer ça? Non, mais moi, ça ne m'étonne pas que ce soit autorisé, en tout cas. Concrètement, Valérie, c'est Simon d'Aragon qui m'a envoyé chez l'huissier dans le sud de la France. Je suis allé le rencontrer justement. Il travaille pour des personnes aussi dans l'immobilier. Et clairement, il a dit, Monsieur Lafache, vous avez prendre un huissier de justice, c'est beaucoup mieux au niveau de la rédaction du bail. Déjà, au niveau de la loi, il a beaucoup plus de pouvoir par rapport à s'il y a des loyers impayés qu'un avocat. Mais après, dans les deux cas, c'est libre à nous après de faire rédiger par qui que ce soit. Mais j'irai chercher un petit peu les infos là-dessus pour voir ce qu'il en est, ce qu'il me dit. Juste question beaucoup plus simple. En termes de rentabilité, le commercial est plus intéressant que le résidentiel? Bah, tu as beaucoup de moins de charges en tout cas. T'as quasiment au final, c'est plus ça reste plus intéressant en termes de rendement? Oui, tout à fait. Okay. Et par contre, c'est le type d'achat. Je l'ai dit tout à l'heure aussi dans le live. Il faut plus, quand tu vas dans de l'immobilier commercial, il vaut mieux acheter en SCI, puisque c'est du revenu foncier. Tu pourras jamais les louer en meublé, à part si c'est un local dit équipé. C'est-à-dire que si tu veux faire un parallèle avec la location meublée non professionnelle, dans les locaux commerciaux, on dit des locations dites équipées et tu as qu'une certaine catégorie d'activités qui peuvent rentrer dedans. Par exemple, la restauration. Les bureaux? Non, justement, les bureaux, voilà. La restauration, non, c'est pas. La restauration, je crois qu'elle n'est pas dedans. Et en plus, au niveau des coûts, pour que tu puisses permettre de toi acheter des équipements, des machines et tout, ça va te coûter une fortune. Et de laisser justement ça en place, au niveau même garantie et frais qu'il va y avoir derrière, ça sera ta responsabilité. Et là, la rentabilité, je pense qu'elle est pas au rendez-vous du tout. Par contre, du mobilier type table, chaise, connexion Internet, salle de réunion, tableau ou autre, clairement, c'est quelque chose qui se fait. Voilà. Okay. Et ça, par contre, ça rentre dans une catégorie après, une catégorie assez spécialisée au niveau fiscalité qui te permet justement de payer moins d'impôts. Ok. Voilà je vais te reposer une question parce qu'en fait, je voulais te poser une question qui suivait la question précédente. En fait, pour revenir sur le bail commercial, tu me dis que la personne doit retrouver quelqu'un pour reprendre ce bail. Sinon, elle doit te payer les loyers. Si maintenant elle fait faillite, c'est qu'elle n'a plus d'argent et qu'elle devient insolvable, comment ça se passe? Est-ce que toi, derrière, tu as des assurances qui couvrent ça?
Ou bien si la personne est insolvable, bah, tu peux rien faire et tu dois absolument trouver par toi-même un nouveau commerçant. Moi, de toute façon, en tant que propriétaire, j'ai une assurance PNO, propriétaire non occupant, qui ne couvre pas, dans tous les cas, les loyers impayés, ça c'est sûr. Après, derrière, à partir du moment où il dépose bilan, il faudrait que je me renseigne par rapport à justement à la procédure à entamer, mais visiblement, il y a aussi, ça va au tribunal, il peut y avoir aussi des réclamations et un dédommagement qui peut être demandé là-dessus. Parce que le contrat a été fait par une personne qui est reconnue de l'autorité publique. C'est pour ça qu'un huissier de justice, je ne comprends pas trop la remarque, mais si vous avez un loyer impayé, c'est l'huissier qui vient chez vous, hein, qui vous met à la porte et qui vient récupérer vos biens. Donc, un avocat le fera jamais. Un avocat, il vous défend juridique, il vous défend au niveau de la justice, Ouais. mais c'est tout. Il vient pas intervenir proprement sur place, sur site. Donc, bon, à creuser, mais Juan, j'irai rechercher aussi des infos là-dessus, exactement comment ça se passe et je vous ferai un retour si ça vous intéresse. D'accord. Okay. Bah, écoute, merci beaucoup. Pardon. Ouais, non, mais excuse-moi, juste dire, mais par contre, la difficulté que j'ai pu avoir, par contre, c'est le fait que souvent les commerçants pensent que louer un local a des similitudes avec du résidentiel. Et du coup, des fois, même pour des petits travaux intérieurs qui sont à leur charge, eh ben, ils pensent que c'est à nous de le faire. Et ils sont, eux aussi, de leur côté, ils sont absolument pas au courant, ni formés, ni sensibilisés sur qu'est-ce qu'ils doivent et qu'est-ce qu'ils doivent pas. Type entretien, par exemple, un truc tout bête, l'entretien de la chaudière, que vous soyez dans du résidentiel ou dans du commercial, le contrat, c'est le locataire qui doit prendre en charge ce type de prestation. Et moi, aujourd'hui, j'ai des sujets vis-à-vis de certains où ils me disent, ah oui, mais non, moi, je l'ai jamais fait. J'ai dit, mais écoutez, moi, s'il y a des changements à faire au niveau des pièces et tout ça, c'est à moi, mais justifiez-moi que tous les ans, vous faites venir un professionnel qui vient contrôler de manière fréquente pour justifier que lui, il a répondu à son devoir et que moi, derrière, en tant que propriétaire bailleur, je dois aussi faire le nécessaire et faire les changements de pièces en conséquence ou changer la chaudière s'il le faut. Donc, vous voyez, c'est des choses aussi où dans les deux sens, il faut nous se former en tant que bailleur, mais aussi il faut sensibiliser les locataires, que ce soit commercial ou résidentiel, et souvent, ça peut être sujet à des discussions là-dessus, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'ai fait pareil que toi. J'ai 2 chaudières dans mes apparts et c'est moi qui ai pris les contrats et je refacture en charge du coup. Comme ça, au moins, je sais que c'est fait. Je dis juste au locataire, bah, vous avez juste à prendre rendez-vous avec la personne une fois par an. Je donne à la personne qui l'entretient votre contact et puis voilà, comme ça, c'est plus simple pour moi et on est sûr que c'est fait. Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'en ai un qui m'a sorti un mail comme ça en disant ah, non, non, vous devez faire ci, ça, ça, ça et ça. J'ai dit bah, très bien, toi, tu dois faire l'entretien. Alors, donne-moi tout le carnet d'entretien que tu as pu faire depuis que tu es dans l'appartement, à partir du moment où j'ai acheté en janvier. Donc, avant janvier, c'est toi qui as dû le faire. Et il me dit ah, mais j'étais pas au courant, je l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, bah, il y a une facture de 250 € à prendre en charge pour remplacer les pièces. Il veut pas le faire, il fait pas de retour. Bah, écoute, je vais faire moi le nécessaire parce que je suis quand même responsable. Je vais aller payer, mais par contre, il y a une caution et on discutera de la caution quand il partira. C'est des choses comme ça. Il faut s'adapter. Après, ça ne veut pas dire que je ne lui rendrai pas la caution, mais en tout cas, je vais un peu lui donner une leçon là-dessus sur le fait que c'est pas parce que tu es locataire qu'il n'y a pas certaines responsabilités que tu dois avoir dans le logement, quoi. Ouais. Je sais pas si toi, de ton côté, tu as des étudiants ou pas? Oui, j'en ai un étudiant en alternance qui travaille dans une grande entreprise française. Moi, j'ai eu pas mal d'étudiants qui découvraient qu'en plus du loyer, ah bah, fallait payer le chauffage, fallait payer l'eau, enfin, l'électricité. Et ils disent, ah bah oui, mais du coup, ça commence à faire beaucoup. Tu dis, bah, c'est la vie, mon gars. Il y a l'assurance logement aussi, auquel on pense pas forcément. Et les parents les préparent pas forcément à ce genre de choses, en fait. Ils pensent que tout est inclus. Du coup, tu dis, bah non. Mais ça, c'est lié un peu aussi à l'éducation financière et immobilière en général. À l'école, on nous apprend pas ce genre de choses. On nous sensibilise pas. C'est pour ça que nous, après, on se passionne pour ça. On regarde ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit ou ce qu'on peut pas faire. C'est clair qu'il y a 10 ans de ça, il y a plein de choses qu'on savait pas non plus, hein. Donc, il y a un problème aussi dans la manière d'éduquer les gens là-dessus. Voilà. Bon, après, ça, c'est en France, hein. En Belgique, je sais pas comment ça se passe, mais en France, en tout cas, il y a un manquement là-dessus. Et les gens, c'est pour ça qu'ils sont effrayés à parler argent avec tout le monde.
ce que tu disais aussi tout à l'heure. Enfin, j'avais regardé les vidéos de la semaine dernière, comme quoi les gens, c'était tabou de parler investissement. Bah, c'est exactement la même chose. Bah écoute, merci beaucoup à Aymeric. Merci Sébastien. Et merci à Rohan et Valérie. Merci pour ton temps et tes explications. Il va me charrier à chaque fois, Aymeric. Bien sûr. America. Merci pour ton partage. Merci pour ton partage. De rien, Rohan. Merci à toi. Yes. Au plaisir de te retrouver une prochaine fois. Avec plaisir. Allez, très bon dimanche à vous. Toi aussi. À toi aussi, merci. Salut. Ciao, ciao.